Bienvenue dans Chasse Passion. Le GIC du Tétralyre des Deux-Savoies s'est vu attribuer les honneurs Laurent Perrier de la chasse. Son action réunit tous les partenaires du monde cynégétique autour de 1000 chasseurs qui œuvrent pour la sauvegarde d'une espèce emblématique du milieu montagnard. Val d'Arly en Savoie. Située au cœur du pays du reblochon, la Guiétaz en Aravis demeure une commune pastorale et d'exploitation forestière. Les agriculteurs de montagne donnent leur travail à ces alpages, ces hautes vallées, ces villages et y maintiennent un cadre toujours apprécié. À l'initiative de l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs, les journalistes intéressés ont pu apprécier sur place le travail de François Sage et de ses nombreux amis du GIC. C'est dans ces alpages que niche le coq de bruyère, et il n'est pas rare d'y remarquer le renard, le bouquetin et le chamois. Trois, 4, 5, 6, 7. Un coup de jumelle, 7. Bon, ça ne va plus bas. Ah, il y en a juste devant nous, tiens. Dans le pont. Il y en a juste là. Il y en a là. Dans les pierres, là aussi. On va attaquer l'approche. Celui-là, à mon avis, il faut l'attaquer par le ruisseau. Essayer de monter par le ruisseau, parce que je vois pas trop d'autres solutions. Bah ouais, tu montes par le ruisseau là-dessus, tu arrives à côté. Oui, par le ruisseau, tu vois le ruisseau. Ouais, ouais. Mais pour l'instant, il nous regarde. Hein. Oui, mais enfin bon. Oui. Qui est-ce qui suit pour l'approche, là? Tout le monde? On y va. Alors, ce qu'on fait, avant de partir, bon, à partir de maintenant, on essaie d'être discret, parce que bon, c'est quand même des chamois. Hein, alors, on va essayer d'attaquer par le ruisseau, de l'approcher le plus près possible. Mais il a déjà filé un peu. Hein. Il est sur la crête à gauche, il ne pas bien bouger. Ouais. Ce serait bien qu'il descende un peu dans la ravine, ça me permettrait d'approcher plus près. Oui, il nous en peut depuis un moment. Alors, on attaque, pas le temps. On y va. Le chamois, car c'est bien de lui qu'il s'agit en ce matin d'octobre, est la version alpine de la chèvre sauvage des hautes montagnes. Ne consommant que des aliments verts, ses habitudes de vie le poussent à préférer les crêtes peu enneigées et les pelouses d'altitude où il se déplace le jour avec agilité et sûreté. Sa beauté, son élégance et son extraordinaire mobilité lui valent l'admiration et génèrent les critiques irraisonnées des non-chasseurs qui imaginent à tort sa population menacée alors que dans certaines zones elle est proche de proliférer. Partout, les sociétés de chasse pratiquent une gestion souvent très élaborée de cet animal, reposant sur des comptages très difficiles à effectuer étant donné les conditions de relief et parfois d'enneigement où elles sont pratiquées. Quoi qu'il en soit, nous vous proposons de vous faire découvrir sur le site le travail accompli par le groupement d'intérêt cynégétique du Tétralyre des Deux-Savoies, auquel le premier prix des honneurs Laurent Perrier 1997 a été attribué sous la tutelle de l'Union nationale. Il faut se rappeler que Laurent Perrier est une maison de champagne dans laquelle il y a beaucoup de chasseurs et qui ont voulu faire du mécénat parce que la chasse, la convivialité, le territoire, l'espace sont très impliqués. Et il y a une évolution depuis peu d'ailleurs, c'est-à-dire que l'Union a repris ce prix parce que l'Union nationale des fédérations de chasseurs a considéré que ce prix était très important pour l'image de la chasse, pour la promotion de l'action des chasseurs et pour en même temps être
le véhicule d'un certain nombre d'opérations novatrices qui permettent à l'ensemble des fédérations de chasseurs et de chasseurs dans les différentes régions pour aller vers une amélioration des populations, de la qualité du travail opéré sur le terrain et donc notamment de trouver encore plus de plaisir à la chasse et de montrer s'il en était besoin à l'opinion publique que les chasseurs sont des gens qui sont des amoureux de la nature et qui le prouvent tous les jours. Le lauréat cette année? Le lauréat cette année, c'est le GIC des Deux-Savoies sur le petit coq de bruyère qui est un oiseau emblématique de la montagne. C'est quelque chose d'extraordinaire au niveau de la réussite parce qu'il ne faut pas oublier que la Savoie et la Haute-Savoie ont des populations d'ongulés très importantes, qu'ils auraient pu se satisfaire de ces populations, mais qu'il leur a semblé important de s'occuper de cette espèce parce que le petit coq est un oiseau qui est bien l'emblème de la montagne, comme l'ours dans les Pyrénées, et qu'en même temps, il fallait gérer l'espace et gérer les différentes activités liées au tourisme, liées à l'occupation de cet espace. Et donc, c'est pour ça que c'est très exemplaire. Deux grandes lignes de conduite, contribuer à la préservation, voire à l'amélioration des habitats de l'oiseau, qui demeurent les seules interventions capables d'enrayer le déclin de l'espèce, suivre l'évolution des effectifs et adapter la réglementation sur les prélèvements cynégétiques. Alors le territoire s'étend sur 14 communes à cheval sur la Savoie et sur la Haute-Savoie, donc c'est un GIC bidépartemental. Ce GIC a vu son origine en 1991. À l'initiative d'un groupe de passionnés finalement du tétra qui cherchaient depuis quelques années en réunion informelle, en réunion un petit peu plus formelle, une solution pour la survie de l'espèce, le tétralyre qui était notre chasse. Et on a trouvé au sein de ces 14 communes une oreille attentive des présidents et des chasseurs de montagne, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs des chasseurs de coqs, qui étaient des chasseurs plutôt de gros gibier ou des chasseurs de lièvres. Mais comme je le disais hier, ils ont toujours considéré que le tétra était un patrimoine, au même titre que le perdreau de Beauce fait partie du patrimoine de la Beauce, le tétralyre fait partie du patrimoine de nos montagnes. Donc tout le monde s'est investi, sans forcément un intérêt particulier. Ils sont investis parce que c'est patrimoine de montagne, le tétralyre. Et les actions ont été menées à partir de cette idée, à partir de cet axiome. Alors l'objectif premier, c'est la sauvegarde. Oui. Par quel biais vous travaillez? Alors l'objectif premier, ça a été la connaissance. L'objectif premier, c'était, si on voulait travailler sur un sujet, il fallait le connaître. Et pour connaître ce sujet, on a donc organisé au départ des comptages de printemps et des comptages d'été. En deux mots, je vous résume. Comptage de printemps, c'est le comptage chez les névés, quand les coqs font leur pariade amoureuse. Et ça nous permet, sur des places de champs qui sont connues depuis des temps immémoriaux, d'aller compter les coqs mâles sur ces places de champs et d'avoir une idée de la densité au printemps. Ensuite, le deuxième volet de cette connaissance, c'est le comptage d'été, comme ce qu'on a fait ce matin, c'est un comptage, un échantillonnage au chien d'arrêt. On regarde si les couvées ont réussi, combien il y a de jeunes dans les couvées, s'il y a des poules sans couvée. Ça nous permet d'avoir une idée de la réussite de la reproduction. Il a fallu donc connaître en fait, les véritables densités, parce qu'ils se disaient n'importe quoi. On nous a dit, oh, il n'y a plus que 500 coqs sur l'arc alpin, ce qui est une connerie invraisemblable, il y a des milliers bien sûr. Il a fallu connaître l'oiseau. Ensuite, il a fallu savoir quelles étaient les causes de régression de ces populations. Alors, en fait, je ne veux pas du tout prêcher pour ma paroisse, mais la chasse a un rôle, peut-être pas négligeable, mais quasiment négligeable hein, au niveau de la régression de l'espèce. En fait, le facteur déterminant, c'est la fermeture des milieux. Pendant des années, des dizaines d'années, les montagnes ont été exploitées, ont été pâturées. Les gens, bien sûr, emmenaient leurs vaches en montagne, les paysans coupaient ce qu'on appelle les varosses, c'est ce que vous avez vu, c'est les aulnes, l'aulne vert. Ils les coupaient, ils coupaient les redos pour que les vaches aient à pâturer. Et bien entendu, tous les secteurs un petit peu difficiles ont été abandonnés, les pâturages ont été abandonnés, le milieu s'est refermé, la forêt a envahi, la forêt s'est refermée aussi, et toutes ces zones ne sont plus favorables pour le coq. Parce que le coq, quand il naît,
quand une couvée voit le jour, il lui faut, dans ses premiers jours de vie, il lui faut des protéines. Et les protéines, c'est les insectes. C'est le même problème que les perdreaux. Hein. Pendant quelques jours, quelques semaines, il lui faut des protéines. Donc il faut des prés de fauche. Il ne faut pas une végétation arbustive ou une végétation trop dense. Il faut du clair, beaucoup de clair. Alors, ça nous a amené donc à envisager des actions de défrichage, tout simplement. Quand on réhabilite un milieu, c'est-à-dire qu'on coupe les varosses, qu'on coupe les rhodos, on fait de l'alpage. Bon. Si on ne remet pas des gens de la montagne derrière, c'est-à-dire si on ne donne pas la possibilité aux gens de pâturer là derrière, dans quelques années on recommence. Hein. On prend la machine puis on recommence. Donc on a travaillé bien évidemment en concertation avec le monde agricole qui nous aide à remettre sur les zones traitées des troupeaux, quoi. Troupeaux de bovins essentiellement. On est au cœur du territoire du GIC parce que c'est ici que s'est définie la zone test. La zone test, on a changé de département. On était en Haute-Savoie quand on est monté depuis Megève, on est revenu en Savoie. On est en Savoie depuis la Pierre du Col, qui est une bande romaine, qui était déjà une bande de passage à l'époque des légions romaines qui passaient depuis le secteur du Gine, Albertville, et qui passaient en Haute-Savoie, qui empruntaient ce passage pour aller dans la vallée de l'Arve. Alors la zone test, parce qu'elle regroupe tout ce secteur, elle regroupe un secteur également sur Megève, un secteur sur Pras-sur-Arly. C'est là que les comptages d'été se font au niveau du test, et c'est là où les premiers comptages de printemps ont eu lieu. On avait pris cette zone, on avait choisi cette zone. Pourquoi? Parce que c'est une zone qui, à une époque, ce que vous voyez là en face, était très riche en coqs. La population avait diminué en 15 ans. En 15 ans, du fait de ce que je vous expliquais hier pour ceux qui étaient là et ce matin pour ceux qui étaient avec moi à l'extérieur, devant le restaurant La Rondine, parce que tout le milieu était envahi par les aulnes verts que vous voyez, par les varosses, quoi, par les rhodos et par les genévriers. Alors il a fallu traiter et voir si en traitant cette zone, on pouvait faire revenir des couvées. Quand j'ai commencé à chasser dans ce secteur, il y a 30 ans maintenant, plus de 30 ans, je faisais ma chasse entre le col et l'arête, le chalet que vous voyez. Et je levais en principe 3 couvées. C'est-à-dire que je chassais 2 heures, on revenait, on avait fait notre chasse et on allait se coucher. C'était pratiquement le programme. Et il y a 10 ans, quand on faisait ce secteur, on ne levait plus un oiseau. Eh bien, cette année, on connaît 2 couvées. Une couvée qui est là-dessous, là, qui est dans le creux, et une couvée qui est dans le secteur travaillé, que vous voyez au fond. Alors, il a été travaillé de 2 façons. Tout d'abord, travaillé par les engins qu'on appelle mulagues, qui ont coupé la végétation rhodo, si vous voulez, et qu'on fait ces îlots, cette espèce de jardinage à la française que vous voyez au fond, mais que vous voyez également ici. Et entre quels îlots vous voyez repousser du foin. Parce que ce qui est jaune, si vous voulez, c'est du foin, c'est de l'herbe de fauche, quoi, c'est du pré de fauche. Et on a retrouvé une couvée en plein milieu de ce secteur, ainsi que là-dessous. Et la deuxième partie du travail, ça a été, par bûcheronnage, couper les aulnes. Et la réussite est un petit peu mitigée, dans la mesure où on voit que ce qui a repoussé derrière sont des fougères. Si vous voulez, le myrtillier n'a pas tellement repoussé, c'est de la fougère qui a repoussé, mais enfin il vaut mieux de la fougère plutôt que de l'aulne. Hein. Donc ce secteur traité, effectivement, il est très caractéristique de ce qui a été fait au sein du GIC, parce qu'en voilà un, c'était le premier. Hein. C'était le premier traité, mais on en a fait derrière 10. 10. Et on s'aperçoit que c'est effectivement ce qui est déterminant pour la population. Alors ici, c'est une réserve où nous faisons des comptages au champ à l'époque des pariades, c'est-à-dire au mois de mai. Nous comptons les coqs mâles reproducteurs qui se bagarrent, si vous voulez, qui ont des espèces de danses spéciales pour définir leur territoire et pour après cocher les poules et donc ensuite et les poules ensuite reproduisent et font leur nid en général un petit peu plus haut que l'endroit des pariades. Et ces comptages se font donc sur des arènes qui sont en fait des restes de névé, des petites cuvettes de neige où les coqs se détachent merveilleusement bien puisque le coq est noir, sur du blanc c'est splendide. Le coq à ce moment-là a un comportement très particulier, à savoir que l'on peut l'approcher pratiquement à une cinquantaine de mètres et on peut le regarder faire ses démonstrations
ces bagarres avec d'autres coqs rivaux. S'il apparaît impossible d'évaluer les poules au printemps, le nombre de coqs présents sur les places de champs semble refléter assez précisément la réalité. Le comptage d'été, par contre, permet d'apprécier la population de tétras qui vit sur chaque massif. La méthode consiste à ratisser le terrain à l'aide de chiens d'arrêt obéissants. Françoise a choisi ici un setter anglais de 4 ans, championne de field de printemps et sélectionnée au premier championnat d'Europe sur coq de bruyère. Les secteurs, d'une surface de 15 à 20 hectares, correspondent à des bandes de 200 à 500 mètres de large, partant de 1400 mètres et montant jusqu'au sommet de la crête. Chacune d'elles est parcourue en zigzag à la montée. Le but est de déterminer l'indice de reproduction, c'est-à-dire le nombre total de jeunes comptés, divisé par le total des poules observées. La méthode est fastidieuse en raison du travail demandé. Elle nécessite des chiens créancés et dressés afin qu'ils n'attaquent pas les jeunes à l'envol. Dans le calcul de l'indice de reproduction, il est impératif de prendre en compte également les poules sans jeunes qui descendent en forêt pour se camoufler afin de renouveler leur plumage. Le tourisme d'hiver est le tourisme le plus préjudiciable pour le coq. Parce que le coq, en hiver, il ne descend pas d'altitude, reste aux altitudes où on le trouve maintenant. Et il a tendance, si vous voulez, c'est dans ses gènes, lorsqu'il fait très mauvais, il fait un tunnel dans la neige, et il reste un jour, 2 jours, 3 jours, il attend que la tempête passe. Et ce tunnel, il le fait sous 1 mètre de neige, il fait des véritables tunnels, des véritables galeries. Alors le problème, c'est que ces tunnels sont dans des zones nord, toujours. Parce que s'il le fait dans une zone sud, quand la neige fond et qu'elle regèle, il ne sort plus. Il faut que la neige reste poudreuse. Et ce sont les zones qui sont le plus souvent empruntées par le ski hors piste. Et il est évident que si vous levez 2 fois de suite, en plein hiver, mois de janvier, un coq à ces altitudes qui vous sort sous les spatules, la deuxième fois est fatale. Le coq, il ne s'en sort pas. Il est foutu. Parce qu'il n'est pas en position de force, le coq, à cette époque. Il mange presque rien. Il lui faut, si vous voulez, dépenser un minimum d'énergie. Alors, on est intervenu auprès des stations pour modifier certains tracés de piste, pour empêcher certains skieurs de rentrer dans certaines zones d'hivernage. Et là, on a été entendu. Hein, il faut dire les choses très franchement. Toutes les stations qui font partie du GIC, toutes celles qu'on a pu contacter, qu'on a dû contacter, nous ont toujours répondu positivement, hein, toujours. Hein. Vous avez vu qu'il y a des télésièges, des téléskis un petit peu partout ici. Et généralement, les pisteurs avaient l'habitude de ramasser sous les câbles, en hiver, des coqs qui se mettaient la tête contre les câbles. Un jour de brouillard comme ça, un coq dans son couloir de vol, il ne voit pas le câble, bon, il se coupe en deux. Et on a donc visualisé ces câbles avec un système de bouchons. Bouchons comme des bouchons de pêche, si vous voulez, comme des bouchons qu'on trouve dans les filets de pêche. On a visualisé les câbles et on a obtenu des résultats. On trouve beaucoup moins d'oiseaux sous les câbles. Ça, c'est au niveau tourisme d'hiver. Tourisme d'été, je pense que le dérangement, à une certaine époque, est préjudiciable. C'est le dérangement juin-juillet. Parce que les petits, traditionnellement, naissent, on dit, à la Saint-Jean. Bon, ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. Bon. Mais enfin, bon, restons sur cette date. Et c'est vrai que les gens qui se promènent en montagne, sans savoir d'ailleurs qu'il y a des coqs, ils ne savent pas du tout. On a fait une enquête dernièrement, les gens ne savent pas qu'il y a des coqs, ils pensent que ça n'existe plus. Hein. Eh bien, ils se promènent avec des chiens, sans laisse, sans forcément que ce soit un chien de chasse. Hein. Un chien qui est capable de faire 10 mètres au-delà de son maître, il va sur une couvée de coqs, les oiseaux sont des poussins, il bousille la couvée. Et ça, c'est un gros problème.
Il faut donc là intervenir par voie d'affiche. Il faut savoir que la prédation des mustélidés, la prédation des rapaces est importante, très importante. Bon, le renard, bien évidemment, le coq paye un lourd tribut au renard, la martre, la fouine, et puis les rapaces, notamment l'autour des palombes, qui n'est pas un tendre avec les coqs, faucon pèlerin, pas très bon non plus, ça fait partie du jeu, quoi. Ça fait partie du jeu. Alors, on peut réguler le renard, on peut réguler on peut réguler la fouine. La martre en Savoie, on ne peut pas, là c'est un non-sens, on peut le faire en Haute-Savoie, mais les contraintes du piégeage en montagne sont très importantes parce qu'on doit relever le piège le même jour. Ici, en hiver, il y a 2,50 m, 3 mètres de neige. Hein. Alors quand vous partez piéger, il faut savoir à l'heure où vous allez rentrer. Hein. C'est pas simple. C'est pas simple. Il y a des tirs de nuit aussi qui se font avec les lieutenants louveteries, bon, pour réguler un peu le renard, parce que le renard, la population de renard, elle a explosé, hein, complètement explosé. Et ce qui a fait la richesse des territoires, ce qui faisait la richesse des territoires en coque de secteurs comme celui-ci, c'est qu'il y a 40 ou 50 ans, les stations de ski n'existaient pas, et les gens en hiver, ils n'avaient pas grand-chose à faire. À part tailler les bouts de bois, ils n'avaient pas grand-chose à foutre. Hein. Donc, leur activité, pour beaucoup, c'était aller à la martre, à la fouine et au renard, parce qu'ils vendaient les peaux. On vendait 2 peaux de renard, on achetait un fusil. C'était mieux que rester à côté de la cheminée. Hein. Donc les gens tournaient, bon, on me raconte, bon, j'ai connu ça un peu de loin, parce que c'est effectivement un peu ancien, mais on me raconte que quand il y avait une trace de martre sur la neige, les gens se battaient pour aller le premier derrière cette martre, pour la suivre, aller jusqu'à l'arbre où elle se perchait pour aller la tirer. C'était une tradition de nos montagnes, ça. C'était d'ailleurs une belle chasse. Bon, c'est très sportif, hein. C'est partir avec les pots de phoque, les skis, marcher 5-6 heures. C'est pas rien dans les territoires que vous avez vus. Hein, c'est un peu un truc de fou, mais les gars ici, bon, c'est des bons pour ça. Et ça, c'est fini, ça. C'est fini parce que les jeunes ici, ils ont du travail, ils sont dans les remontées mécaniques, ils sont bon, toutes les activités que vous pouvez imaginer, comme partout, quoi. Avec quelques particularismes un peu de montagne, mais les gens ne sont pas à la maison. Et puis vendre des pots, c'est fini, quoi. Ça ne rapporte plus rien, quoi. C'est fini, ça ne paye pas la cartouche, quoi. Maintenant, c'est pas si simple que ça. C'est pas la liberté chérie. Hein. On a en Haute-Savoie les plans de chasse, très restrictifs. Et on a en Savoie un plan de chasse à l'étude qui va intervenir en principe l'année prochaine. Et en toute hypothèse, dans les SCA, on a fait nos propres plans de chasse. Donc c'est verrouillé. Hein. C'est verrouillé. On chasse peu, hein. On tue peu. On tue peu. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on tuait avant. Bon, on ne va pas rentrer dans des souvenirs d'anciens combattants, mais je vous garantis que ça n'a plus rien à voir. Plus rien à voir. Une chasse au chien d'arrêt. Bah, la chasse traditionnelle et la plus belle chasse, et la seule qui devrait exister. Je vais me faire quelques copains là, mais c'est la chasse au chien d'arrêt. Pour moi, c'est pas normal de tirer un coq branché sur un sapin. C'est pas normal de tirer un coq qui vous part dans les pattes quand vous êtes en train de vous balader. Malheureusement, il y en a quelques-uns qui se font, même beaucoup, qui se font tirer comme ça. La véritable chasse au coq devrait se faire au chien d'arrêt et ne tirer que si le chien est à l'arrêt. Sinon, on ne tire pas. Et ça, c'est une éthique. Ainsi, le maintien de ce superbe oiseau reste l'affaire de tous. Nombreux sont ceux qui respecteraient mieux la nature s'ils étaient plus informés et sensibilisés. Une grande action est menée en ce sens auprès du public par la diffusion de fascicules auprès des offices du tourisme, tandis que le GIC souhaite encourager la pose de panneaux d'information sur les zones sensibles. Agir, c'est aussi connaître. Une concertation documentée entre les utilisateurs de la nature montagnarde apparaît indispensable afin de prendre en compte les intérêts de chacun tout en préservant notre patrimoine naturel commun dont la richesse est inestimable. Ce magazine hebdomadaire est réservé à des sujets et témoignages tournés en majeure partie avec la complicité de chasseurs français. Tout type de chasse est représenté avec un regard particulier sur la qualité et la gestion du milieu naturel, sans oublier la convivialité des hommes de terrain pour notre plus grand plaisir. À bientôt dans Chasse Passion.